Présente-toi. Salut tout le monde, donc je m'appelle Gemini, alors danseur chorégraphe spécialisé en locking et j'ai commencé en 1989. À l'initiative de quelqu'un, de quelque chose? En fait moi ça a été ma rencontre avec Claise qui a été déterminante parce que c'est vraiment avec lui que j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à la culture hip-hop, donc pas seulement la danse, la culture hip-hop en général. Avant ça j'étais un peu dedans mais de loin et lui il m'a vraiment mis dedans quoi. Et puis après il y avait les grands frères, donc t'as Eric, t'as Richard qui étaient des très grosses inspirations à nos débuts quand on a commencé, parce qu'on a commencé à faire un petit groupe avec Claise justement. Donc il y avait Sylvain, Salomon, il y avait qui d'autre encore ouais, Sylvain, Salomon c'était les premiers, puis après on a commencé à danser avec des gens d'autres villes quoi. Tu as commencé là en quelle année? J'ai commencé en 89 donc, mais en faisant un peu de tout. Parce qu'au début on faisait un peu de tout, j'avais pas vraiment une danse particulière. Mais très rapidement, avec l'aide de Claise en plus, qui me disait que ce serait bien que je développe ce style-là. Il trouvait que je me débrouillais bien dedans. Et le top rock aussi à l'époque, il m'avait dit. Donc, dès 89. Dès 89. Et partir de là, donc ça commence, on est à Roissy, parce que c'est là où je rencontre Claise. Roissy-en-Brie. Roissy en France. À côté de l'aéroport, ouais. Et à partir de là, donc très rapidement, on va à Aulnay-sous-Bois, donc parce que justement Claise nous entraîne un petit peu, puis après on va directement dans les salles d'Aulnay, c'est là où je rencontre toute la famille d'Aulnay. Le Galion. Le Galion, la salle des étangs, la salle vitrée, enfin toute dans les 3000 quoi. On est là-bas, on rencontre tous les danseurs de là-bas, donc notamment Christian, Bertin, Bountine, Blaise, il y a beaucoup de gens qui font du jazz rock. C'est des salles en fait qui ont gardé les styles old school pendant cette période où la hype arrivait en fait. Ouais. Donc il y avait quand même de la hype, mais il y avait justement les Salim, authentiques, tout ça, des gens de Sevran, tout, qui étaient autour de nous et qui faisaient plus la hype. Nous on en faisait un peu parce que c'était les spectacles et tout, on faisait un peu tous les styles. Mais vraiment, c'était vraiment les old school quoi, le jazz rock, le pop, le lock, le break, à fond. Mais quand tu allais en soirée pour cette génération-là, tu trouvais pas qu'il y avait un décalage entre ce que tu vivais toi et la danse qui était apparente pour cette génération? Ouais, déjà moi, comme je commence 89, je suis vraiment dans l'époque hype, hip-hop, enfin je veux dire, c'est les années d'or du hip-hop quoi, hein, donc, mais il y avait un décalage, certain, mais en même temps c'était tellement puissant et j'adorais tellement ça, c'était justement, pour dire un truc, quand je commençais avec Claise, c'était une mine d'informations énorme en termes de danse, même si à l'époque on n'avait pas les vrais termes, les vraies explications sur tous les styles. Avec Claise, ça a été une mine d'informations. À l'époque, déjà, il avait une avance de ouf. En smurf, en lock, en break, il développait tout. Il a toujours été doué celui-là. Ouais. Et dès qu'on arrivait dans ces salles-là, justement, les gens étaient plutôt spécialisés. Donc il y avait les jazz rockers qui étaient vers le devant de la salle. Il y avait un coin avec les breakers et tout le monde était dans les trucs. Et Claise, il nous emmenait là-bas, on s'entraînait là-bas. Et lui, pour info, c'est à mes yeux celui qui était le gars qui développait 40 millions de trucs, des mélanges dans tous les sens. Avec lui, j'ai compris ça aussi. Il mixait la danse quoi. Il mixait la danse dans tous les sens, des passe-passe en strombo, des vagues, je sais pas, des vagues dans le break, des trucs, tout était là. Les pompes en strombo, tous les trucs étaient là tout le temps. Voilà. Ok, d'accord. Un gros respect à lui parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé. Et après, l'inspiration, elle a commencé avec lui. Après, il y avait très peu d'informations sur les Américains, donc on avait quelques vidéos. Il y avait après Jam on the Groove qui est arrivé pas longtemps après. Mais sinon, il n'y avait pas beaucoup d'informations américaines, c'est principalement les Français. Et c'est là où je me suis nourri et je me suis inspiré énormément. Déjà avec Claise, après avec ses grands frères, Eric qui était très fort en locking. Richard, pareil, en jazz rock, tout ça, c'est des grosses inspirations. Ça a été une inspiration en termes de danse, en termes de style, en termes de culture, en termes de comment se comporter, éducation. Ça a été une éducation vis-à-vis des grands. Il y avait tout un système là qui se perd aujourd'hui malheureusement. Une hiérarchie. C'était un truc de fou quoi. Donc, voilà. Et est-ce que toi, à l'époque, tu mixais peut-être le jazz rock et le lock peut-être? Ouais. Ça c'est avec Claise. Claise il mixait tout. Okay. Celui que j'ai vu mixait tout. Parce que Manu il fait souvent ça, Manu et Loïc. Ouais, ça aussi. Ils viennent de cette famille. Ils viennent de cette famille. Si tu veux, il y a. Mais sinon le côté mélange ou jouer avec des styles, parce qu'à l'époque la seule différence c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que Claise il connaissait pas encore vraiment bien la culture de chaque style. Ça c'est venu par la suite. Qui la connaissait vraiment? Voilà, personne. Personne n'était informé autant. Bien sûr, le fait que c'était toujours dans la musique, c'était rythmique.
Claes il tapait des passages en Smurf sur la musique nickel, avec de la créativité. Ouais, il avait compris beaucoup de choses déjà. Voilà, tout le temps en créativité, il nous poussait dans ça justement, dans cet esprit de trouver des nouvelles phases. Ça pouvait être pour le lendemain, Claes il pouvait nous dire bon, on avait des devoirs quoi, bah, demain il faut revenir avec des nouvelles phases. Alors tu dormais pas, Ouais. tu réfléchis toute la nuit à qu'est-ce que tu vas faire comme phase, et le lendemain c'était ça et ça poussait, puis dès qu'on voyait un truc, quelque chose par rapport au break, on le ramenait dans le dance, on le ramenait dans le pop, dans le lock. Et après, par la suite, donc, je commençais à me spécialiser plus dans le locking. Et donc ça a été bon, la partie où, justement, par rapport à l'inspiration, encore une fois, je tiens à remercier tous les gens qui étaient à la salle d'Aulnay, parce que avec Salomon et Priska, parce que j'ai rencontré aussi Priska. Priska qui est un peu ton bras droit. Voilà. Où, ouais, on est tous les deux les bras droits de l'autre. D'accord. Et tous les deux, ben, on se rencontre. Priska Armel. Priska Armel, ouais. Lui, il développait le style Jackson. On était tous dans cette salle-là et c'était une mine d'informations. Je m'inspirais de tout le monde. Ça pouvait être des breakers comme Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc c'était pas simplement je m'entraînais là-bas. Non, je venais, j'étais le petit de la salle. Et j'apprenais de tout le monde. Donc j'allais de jazz rock à truc. Et automatiquement, dès que j'avais un petit bout de jazz rock, je le plaçais directement en locking. On essayait de se débrouiller comme ça. Et ça a été pas mal d'années comme ça jusqu'à que je rencontre je crois que c'était milieu des années 90, j'ai rencontré Régis Truchy. Et c'est là où, parce qu'avant ça, si tu veux, c'était uniquement banlieue. J'allais pas beaucoup sur Paris, on était principalement en banlieue, on allait de temps en temps, mais c'était principalement en banlieue, on allait dans les boîtes en banlieue et tout. Mais tu trouvais qu'au moment où tu faisais du lock, quand tu sortais de ta région, tu trouvais qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient du lock? Non, franchement, voilà, dans les premières années, on n'y allait pas beaucoup, mais quand on sortait, on voyait pas. On était un peu les mecs qui venaient à la old school, quoi, parce qu'on voyait tout le monde faire de la hype. Et nous, on arrivait avec des passages, des chorégraphies en strombo, des trucs, comment on appelle ça, des commandos, même dans les cercles. On faisait des trucs assez. Puis Claes, il était dans une ambiance très battle. Ouais, ceux qui le connaissent très bien. Voilà. Parce qu'il a connu la génération. Il vient de la génération, le feu, quoi. Le battle, et tu vas et tu lâches pas l'affaire. Et donc, il nous a enseigné ça aussi. Donc, on était assez. Il a enseigné la vérité, quoi. La culture hip-hop. Ne pas être un planqué. Voilà. De pas avoir peur de danser, de pas avoir peur de se mettre en avant et de faire les choses. Et toujours sous l'influence et l'inspiration des grands autour qu'il y avait, quoi. Et quand je rencontre Régis, en fait, c'est une fille qui m'avait parlé de ça, qu'elle avait un autre ami qui dansait, tout ça. Et pour te dire, à l'époque, quand elle m'a dit Régis, le prénom déjà, ça me faisait mais c'est un blanc et tout. Ouais. Ah bon. Dans ma tête, j'ai dit, ah bon, le mec, il a peut-être dû faire une petite vague comme ça, elle a cru que c'était un truc. Ouais, genre pour les pâtés, il a dragué. Voilà, moi je pensais pas, voilà. Et je crois que quelques temps après, je vais au Rex. Donc on est avec Claes, il y a Richard, exactement, tout le monde, on est en train de danser au Rex. Et cette fille-là, elle est là et elle vient me voir à un moment donné. Ouais, j'ai Régis qui se fait attaquer. Donc là, j'ai jamais encore vu Régis Truchy à ce moment-là. Et je vais là-bas, je vois un cercle. Alors je vois plein de bruit, plein de trucs comme ça. J'arrive. Et donc je vois ce gars-là, je vois Régis comme ça avec son sourire, comme on le connaît. Régis qui est là. Et deux mecs devant, en train de faire des chorégraphies. Les mecs habillés Don't Believe the Hype avec la carte d'Afrique, le high top et tout. Il manque plus que l'horloge, quoi. Voilà, il manque plus que l'horloge. Et ils font des chorés devant lui, tout ça, donc avec les gens autour qui charrient un peu Régis, qui est là, qui regarde, tu vois, avec le sourire et tout. Et là, à un moment donné, quand c'est à son tour de passer, il rentre, et là, il fait des trucs. Et même moi, j'ai regardé ça, j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Des vagues de ouf. Des vagues de ouf, et puis une aisance, et puis une fluidité incroyable. Donc, je vois ça. Alors que moi, dans ma tête, je me préparais à, genre, je vais l'aider, quoi, je vais le sauver. Ouais, je vais le sauver pour pouvoir être bien vu par la fameuse. Voilà, enfin, genre, ouais, t'inquiète, je m'occupe de ça, je vais l'aider et tout. Et finalement, non, très bien. Il est passé, les autres, tout le monde s'est arrêté comme ça. C'était un truc de ouf de voir ça à l'époque. Et il avait, pareil, un niveau de ouf déjà pour l'époque. Je dis, ça doit être après 95, je ne me rappelle plus bien quand. C'est entre 95 et 96, vers là, je pense. Moi, je pense 95-96. Et donc là, je rencontre Régis. Et avec Régis, lui me parle d'un point c'est tout, il me parle de Tony Mascotte. Et donc, on commence à sympathiser. Puis, c'est grâce à lui que je commence à monter un peu plus sur Paris. Donc, avec les studios de danse, etc. Ouais, ils étaient sur Smoking et Brillantine. Smoking et Brillantine, Place Italie, tout. Alors pour moi, c'était le voyage parce que je sortais vraiment banlieue, quoi. Là, c'était les premiers entraînements dans les salles de danse avec les miroirs et tout, les vrais trucs, les vrais studios de danse. Et donc je rencontre Régis, Tony Mascotte, quelqu'un qui est très important aussi, qui a fait beaucoup. Ça, c'est sûr, Tony. Tony, donc j'intègre un point c'est tout. Par la suite, il y a Nel, il y a tout le monde, il y a Iskai, Aurore.
Fabienne, David Collat, il y a plein de gens qui intègrent la compagnie, Christian et Bertin aussi qui viennent. Ouais. Et donc on commence à travailler les chorégraphies, les spectacles, c'est la Villette, on arrive dans la période de la Villette, etc. Et donc ça se passe super bien, quoi. Tournée super cool, super bonne ambiance avec un point c'est tout. Un peu plus d'informations, ça commence à venir et tout. Et voilà, là c'était la période d'un point c'est tout, quoi. Mais est-ce que tu as senti quand tu arrivé à la salle de Tony que c'était une deuxième maison mère pour toi au niveau de ce qui est la New School peut-être? Ouais, totalement, parce qu'il y avait justement l'aspect New School, mais en même temps il y avait Tony qui justement connaissait ou venait de cette génération voilà, old school, donc il y avait c'était bien, la balance était parfaite, quoi. C'était vraiment bien. Donc il y avait Régis qui était toujours en recherche de nouveaux styles, de trucs, la house, par exemple. Et donc il y avait tout ce truc là, et donc c'était encore un autre vivier, quoi. Beaucoup de gens, donc pareil, on s'inspirait les uns des autres parce qu'on était tous un peu dans le même âge. Et donc on a fait pas mal de spectacles un peu partout dans la France, un peu en Europe aussi. Et voilà, donc on pense tous. Il a été bon, quoi, le Tony. Ouais, franchement c'était une super expérience, hein. Et donc c'est la période où on allait beaucoup au Divan du Monde. Donc il y avait beaucoup de groupes là-bas, ça m'a permis de rencontrer tous les gens du milieu, quoi. Du milieu parisien, on va dire, surtout. Et ceux que j'avais déjà croisés dans les salles d'Aulnay, mais ceux qui étaient là-bas, donc voilà, Division Alpha, Boogie Sai, toutes les compagnies. C'est l'ambiance des Divans du Monde. Et voilà, donc c'est une très belle époque, quoi. Et par la suite, Châtelet-Les-Halles. Châtelet-Les-Halles, moi j'ai pas trop été à Châtelet-Les-Halles. J'ai vraiment, c'était pas dans mes lieux. J'en entendais beaucoup parler, mais pour moi c'était plutôt un endroit de b-boy, quoi. Et comme on était très bien servi là où on était, bon, j'avais pas vraiment la nécessité d'y aller, quoi. D'accord, ensuite tu vas faire la rencontre d'une autre personne. Ouais, après c'est donc après tous ces spectacles là, donc on fait beaucoup de choses avec un point c'est tout, et je rencontre, enfin on me parle de Junior Almeida. Et pareil, j'en parle à Clay aussi me parle de lui, donc je commence à dire ah bon faut que je rencontre cette personne là. Et ça se fait pareil. En fait, c'est des années ça va très très vite en fait, entre 1990 et 97, on va dire, ça va super vite. Et là, on parle de Junior, donc j'entends parler de lui, et c'est au moment où un point c'est tout s'essouffle un peu, parce que justement les gens vont un peu dans différentes directions. Régis il part un peu plus avec MBTT, tout ça, les compagnies là-bas. Kenji, MBTT, ouais. Chacun part un peu dans ses trucs. Et là, au même moment, je rencontre Junior, et c'est au moment où il vient de commencer Boogie Lockers. Donc il a entendu aussi parler de moi. 98. Ouais, c'est vers là. Les dates, c'est à 2 ans près, c'est 97, 98, vers là. Il me parle de Boogie Lockers, donc ça m'intéresse fortement. Et après, je vais voir leur spectacle, le premier spectacle de Boogie Lockers, où ils ont tout tué, quoi. Ils ont fait un bête de spectacle, et là, là, ça a été direct. Il m'a demandé après si ça m'intéressait, j'ai fait ouais. Donc là, voilà, je viens à Paris Centre, et je m'entraîne avec Junior. Alors moi, je viens vraiment avec la mentalité d'Aulnay, je dirais. Et là, Junior me fait découvrir quelque chose d'autre, c'est l'importance de l'histoire, apprendre les termes, apprendre les bases et tout ça, parce que là, c'était vraiment pas l'écriture, enfin ce qu'on faisait chez nous, quoi. De toute façon, 98, encore une fois, personne connaissait vraiment tout ça. Hein. Non. Mais Junior, c'est la personne qui vraiment m'apporte à ce niveau-là, qui me parle de... Tout l'esprit. Voilà, et qui m'explique vraiment le côté... l'importance de connaître d'où ces styles viennent, les noms importants, l'histoire et tout ça, parce que ça, nous, c'était pas notre tasse de thé, quoi. Et donc Junior il me met là-dedans, et moi je pars au quart de tour, et tous les deux ensemble on commence à se motiver, à chercher un max d'informations. Je commence à partir aux États-Unis à partir de ce moment-là, quoi. 98, 99 97 exactement. Ok. Voilà, tout se passe très vite en fait entre 95 et 98 là. Et je vais à New York et je rencontre Penguin, les Original Lockers. Ok, Fred Berry. Fred Berry, voilà. Donc pareil, moi déjà je vais à New York parce que j'ai plus de connexions à New York grâce au casting de Jam on the Groove. Donc Wiggles, Fable, Adesola, tous ces danseurs-là. Et Twister. Ouais, Twister, tout ça. Et eux qui aussi ont été une très grosse inspiration, Jam on the Groove, c'est pour moi le spectacle référence que j'ai vu, je l'ai vu je sais pas combien de fois en plus. Référence. Et donc je vais à New York et j'ai un anglais encore approximatif. Et quand je rencontre un Penguin, c'est là qu'il commence à me parler d'original style, de base et tout. Alors, il me voit danser, il me voit faire tous mes trucs là. Il fait ouais c'est cool, c'est bien, mais montre-moi des bases maintenant. Montre-moi un peu de locking basique. Et je sais même pas ce que c'est une base à l'époque. Et donc je me filme avec lui, il m'explique plein de trucs, je commence à apprendre, même si je comprends pas tout ce qu'il me dit au début. Je reviens avec la cassette avec Junior, et là, à partir de là, on s'échange des vidéos, des concepts, on s'échange toutes les informations qu'on peut récolter à droite à gauche, quoi. Et comme moi je commence à
à comprendre que c'est pas New York, c'est Los Angeles, parce que je pense qu'en France, on était beaucoup plus connecté avec New York, dû au break et tout ça. Ouais, et par rapport aussi les crews années qui venaient, les 93, 12, 93 à Suresnes, tout ça, donc ouais, c'est le b-boying. Et là, LA, voilà, donc je vais à LA en 2000, pareil, je vais là-bas pour ramener un tas d'informations, ramener avec Junior, et ensemble, on va essayer de construire et remonter le locking en France. C'était un peu le but de Boogie Lockers aussi. Du militantisme. Voilà, ramener le niveau de ces danses-là et les informations surtout qui vont permettre à tout le monde de grandir, quoi. Donc je vais là-bas, je débarque là-bas, donc je dirais à la Yuval, quoi, parce que j'envoie des messages déjà c'est le début d'Internet, et je commence déjà à envoyer des messages de « ouais, je viens défier tout le monde, je suis français, je viens défier tout le monde ouais. ». Automatiquement, je rencontre Richie Rich, parce que qui parle défi, battle, bah Richie Rich est le premier à me répondre. Et lui, je le rencontre, en fait, j'ai son contact grâce à Nel. Nel Vagabond qui était parti, qui était aussi un point c'est tout, qui part à LA, rencontre Richie Rich, parce que moi je lui avais dit s'il rencontre des gens dans le lock qui me passent les contacts, quoi. Donc je rencontre Richie, je vais au B-Boy Summit 2000, et là-bas ben, c'est un truc de ouf, quoi. Là je vois plein de trucs mais je ne comprends rien du tout à ce qui se passe, quoi, parce que je vois plein d'OG mais je sais même pas qui c'est. Je suis encore dans ma mentalité de je viens défier tout le monde. Donc il y a Flowmaster. Alors que tu viens pour t'instruire. Voilà. Mais en fait, c'est le naturel revient au-dessus. Moi, je reviens avec le côté 9-3, je viens pour défier tout le monde avec tous les codes, les phases. C'est plus dans ça, en fait. T'avais été avec Lil Kiss? Non, Lil Kiss, elle n'était pas là encore, elle est arrivée après. T'as été 2 fois à Los Angeles en 2000? Non. Elle est arrivée en 2001. 2001? Ouais, c'est à partir de 2001 qu'elle vient. Moi, je vais en 2000. Et là-bas, je retrouve Walid, je retrouve Gigi, Nel, il y a quelques Français qui sont là-bas, quelques danseurs. Et moi je viens super arrogant dans les cercles, je commence à vouloir faire le malin, à défier tout le monde. Je me retrouve à faire un défi avec Luz Caboose, parce que lui il me voit, il ne sait pas d'où je sors comme ça, moi je sais pas qui c'est non plus. Alors il vient comme ça, puis il vient devant moi, il commence à danser devant moi, donc moi je réponds au quart de tour, et puis pareil avec un locking approximatif, parce que je fais beaucoup plus de tout ce que tu veux que du lock. Ouais. Alors il me voit, je vois Richie, il est là-bas. Après il y a Flowmaster qui devient ma cible parce que c'est le mec de ma génération. Ah bah oui. Et qui a un blaze et tout, qui est très fort aussi, que j'aime beaucoup. Donc je vais sur lui tout le temps. Il y a le concours, ils font le concours, c'était pas vraiment un battle, c'est plus un concours. Et moi je perds en demi-finale, Flowmaster gagne. Et à ce moment-là, bah, moi je reviens avec la mentalité 9-3 française, ouais ils m'ont mis une carotte, ils m'ont boycotté, machin, c'est parce que je suis français, j'étais vraiment dans ce truc-là à l'époque. Et automatiquement, bah, j'arrête pas de call out Flowmaster partout où il va, quoi. Je lui laisse des messages sur répondeur, je le cherche partout parce que c'était le gars. Pourtant, c'était vraiment le mec le plus chaud que je voyais en 2000. Ah ouais. Fallait des couilles, hein, parce que franchement c'était le plus chaud. Ah ouais, puis en plus à LA, c'est le mec qui est, c'est le mec qui est super adoré à LA, donc bah, moi je le rentre dedans tout le temps. Dès qu'il y a des boîtes, il est là, je vais l'attaquer. Donc lui, ben, comme il aime bien les défis, tout, je pense que ça le dérange pas non plus, il aime bien. Et à partir de là, ben, les anciens, pareil, je commence à communiquer un peu avec Richie Rich, qui lui me dit de venir chez lui, puis pareil, il commence à m'apprendre plein de trucs, à m'expliquer que il y a des trucs que je fais que c'est pas du lock, je devrais faire ça comme ça, comme ça. Il commence à me diriger un peu plus par rapport au locking, quoi. Et grâce à lui, ben là je repars en mode junior, dans le sens, je vais vraiment m'informer maintenant. Je vais arrêter de faire le mec qui défie tout le monde, je vais essayer de vraiment comprendre ce que c'est cette danse. Donc là, Luz Caboose, Richie Rich, Suga Pop aussi à l'époque. Il y avait tous les originaux, je vais voir tout le monde, quoi. Là il y a tous ceux que tu peux imaginer dans les lockers. Toutes les premières générations, deuxième génération, tout ça. Tout le monde. Première génération, deuxième génération, que ce soit des mecs de Las Vegas, des mecs de différents quartiers de Los Angeles. Je fais pas de distinction entre OG et ceux de deuxième génération. Je vais voir tout le monde, je veux m'informer, je veux savoir tout. Donc je viens avec des cahiers, avec des caméras, j'interviewe tout le monde, je pose plein de questions. Et c'est là que j'apprends en fait tout ce que chacun me dise. Je fais un peu le tri et je me fais un peu mon idée sur qu'est-ce que c'est en fait les fondamentaux du locking, quoi. Et quand quelqu'un, quand ils me disent, quand t'as 3-4 originaux qui me disent la même chose, je dis bon ça a l'air d'être un truc. Et donc à partir de là je reviens en France, je dis à tout le monde en fait je suis pas un locking master ou un truc, parce que déjà à l'époque les gens m'encensaient. Ouais, genre le Stromon. Ouais, genre moi je suis un tueur en lock. Je leur dis non, je connais, j'ai plein de trucs à apprendre en fait. Je vais voir Junior, on est toujours dans cette phase de recherche, on partage les informations, moi je lui ramène tout ce que j'ai pu découvrir là-bas. On continue ensemble comme ça, et puis ça a duré pendant quelques années comme ça, jusqu'au moment où on a commencé à faire des battles.
Donc là c'est quand je vais en 2001, je retourne en 2001, je gagne le B-Boy Summit, Sally Sly gagne en pop, et il y a un peu plus de Français qui sont venus là, et nous à ce moment-là, on est dans une ambiance de, comment dire, de faire des événements, surtout Sally. Sally revient avec Séverine, ils font des événements. Ouais, c'est une vidéo. Et moi je propose l'idée de mettre des battles de lock. Donc beaucoup de gens à l'époque me disent mais c'est pas une danse de battle, c'est tout. Je dis oui mais regarde toutes les danses y vont, pourquoi pas le locking. Et je pense à l'époque que si le locking ne suit pas cette tendance, ça risque d'être chaud. Je ne vois pas comment le lock va continuer s'il n'y a plus de battle. C'est clair. Donc Sally me propose de le faire. Donc je le remercie aussi en passant parce que grâce à eux, Sally et Séverine. Là on parle de quoi? L'esprit du cercle, tous les événements. Ouais, tous les événements qu'il y a eu là. Début 2000, ça va très vite. On revient des LA, donc 2000-2001 vers là, et après tu as le Juste Debout qui arrive juste derrière. Avec la Jam 91 à l'époque. C'est ça, exactement. Donc on fait plein d'événements. Et moi je coordonne les événements, en fait je le présente les équipes américaines. Comme je vais beaucoup là-bas, je connais beaucoup les b-boys de LA, des States, donc je l'aide beaucoup à coordonner, je traduis les conférences des fois, les interviews, les trucs comme ça. Je l'aide en contrepartie, lui il met du lock et je lui demande d'inviter au moins 1 ou 2 OG à chaque fois. Donc Tony Gogo, Luz Caboose, Richie Rich, il y a qui d'autre, Greg, Sugar Pop. Donc voilà, t'as fait inviter pratiquement toutes les premières générations. En France, à Paris ou dans le 94, et puis après on fait des conférences pour ceux que ça intéresse. Donc on fait plein de choses. Et à ce moment-là, c'est aussi là où je vais rencontrer Paul Bellettre. Paul Bellettre, Obsessive Funk. Voilà, alors là je le rencontre avec la Flexible Fury de Benji. Et ce qu'il est en train de faire le tournage, donc Spider-Man et tout ça avec lui. Et à ce moment-là, c'est encore la famille quoi. On se rencontre, on va voir Benji sur la vidéo. Après, il nous propose de mettre un peu de funk style dans sa vidéo. Donc voilà, je rencontre Paul et puis là, il y avait Richie Rich. Richie Rich qui était venu aussi une fois. Donc avec Division Alpha, on est là, tac. C'est là aussi je rencontre Jérémy. Enfin tout va très vite, quoi, encore une fois. Ouais. Et avec Paul, on décide de faire une vidéo parce qu'à l'époque, Paul voulait faire il avait fait la vidéo de Benji. Il voulait faire la vidéo d'un danseur de lock et d'un danseur de pop. Il voulait faire un trio comme ça. Ouais. Et quand il me propose de faire ça, je lui dis mais moi je suis encore trop jeune à mon avis pour faire une vidéo, tout ça. Je me sentais pas assez prêt ou fort pour faire un truc comme ça. Et je lui propose plutôt de faire une fiction, un truc un peu plus film quoi. Et donc il vient chez moi, je lui fais voir un peu toute la collection de vidéos que j'ai, on parle de locking et puis lui, ça l'intéresse et puis on part sur Obsessive Funk. Mais comment tu vas réussir à trouver tous les endroits, tous les OG qui ont été là-dedans? Parce que c'est quand même putain. Pour moi c'est vraiment la vidéo du lock qui a ressuscité tout le lock. Ça m'intéresse de ouf. Comme à partir de 2000, on va dire 2001 précisément, quand je vais à LA, grâce à Richie Rich, je rencontre tout le monde. Même le terme Obsessive Funk, c'est même lui qui l'a trouvé, Richie Rich. Je vais rencontrer tout le monde et à la base je voulais faire un documentaire, mais le documentaire c'était compliqué parce que tout le monde avait des versions différentes, puis ils se chamaillaient, ils se tiraient dessus, possible à faire. Et je me suis dit, la meilleure façon de faire un truc qui serait sans politique, ce serait de faire une fiction, un truc complètement barré quoi. T'étais déjà en avance sur ton temps quoi. La plupart des gens, ils auraient fait, ils se seraient calqués sur ce qu'ils entendent. Ouais, mais c'était faire un truc créatif, mais en même temps qui pouvait aider la nouvelle génération, ceux qui arrivaient après, avec une base de données quoi. Donc c'était l'idée qui est venue de faire des dance parts avec Polo. On a vu qu'on va faire des petites scènes de film avec une petite histoire, mais en même temps c'est surtout que c'est un film documentaire en fait. Et ça permet aux gens de voir plein de lockers sur une vidéo avec une petite histoire sympa et en même temps tu peux dire qu'est-ce que t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimes pas et faire ton magasin quoi. C'était un peu l'idée. Et donc tous les gens ils ont accepté, je pense parce qu'ils ont vu que j'étais jeune et super déterminé et passionné. Et puis eux-mêmes comme tu dis, il y en a beaucoup qui étaient plus du tout dans le circuit, ils travaillaient plus. La quasi-totalité des lanceurs que je vois à cette époque-là, ils sont surpris de mes questions, de mon intérêt pour le locking, parce que pour eux c'est mort. Ouais. Tous ils me disent, ils m'ont tous dit, mais non le locking c'est fini. Et justement, moi je viens en disant, on va faire ça, on va faire des battles, tout, ça va revenir. Et il n'y en a aucun qui pense que c'est possible. Pour eux c'est fini, c'est les années 70, 80 et c'est fini. Mais justement, avec les événements, ça a permis de relancer la machine quoi. D'accord, et la plupart t'ont bien accueilli ou la plupart, est-ce qu'il n'y en a aucun qui voyait en toi peut-être quelqu'un qui va récupérer leur histoire, des doutes, en premier temps, non. Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, ils sont tous, parce que je viens en padawan, je viens en étudiant. Okay, donc tout va bien. Ouais.
Ça a changé un petit peu, mais pas tellement, mais pour certains, après par la suite, où justement, quand on a monté Locking for Life et Obsessive Funk, après justement, derrière, il y a Locking for Life, ça a pris une ampleur assez incroyable, quoi. Ouais, j'avoue. Et y en a qui étaient un peu aigris, un peu, parce qu'ils se sentaient un peu, ils voulaient une part du gâteau aussi, quoi. Mais à la base, non, tout le monde était super sympa, tout le monde me disait que son style propre était le meilleur, ça sert à rien d'aller voir les autres. Ils m'ont tous sorti ça, mais j'allais voir tout le monde. Mais et ces gens-là, ils se fréquentent encore un peu ou... Certains par-ci par-là, mais non, c'est complètement... Il n'y avait plus de scène lock, il n'y a pas de scène lock. Richie Rich, c'est celui qui essayait vraiment de booster. Et lui, grâce aux événements comme B-Boy Summit, Freestyle Session, comme il était host, des fois DJ, il ramenait le lock. Il y a Loose Caboose qui était là, qui faisait beaucoup de spectacles, donc j'ai participé à beaucoup de spectacles avec Loose Caboose. Toi, t'as dansé avec tous les originaux? Ouais, quasiment tous, parce qu'on a fait des spectacles après au Japon avec les Lockers. Donc il y avait Fluky Luke, Greg, Uji Skit, enfin ouais, j'ai dansé quasiment avec tout le monde. Et une question, à une époque, lors des Freestyle Sessions ou Blood Summit ou je sais pas quel événement, on m'avait dit, après je sais pas, c'est vrai que tu étais assis à la table des OG et que tu avais ton mot à dire, presque, peut-être pas au même niveau qu'eux, mais pratiquement. Très vite, ouais, en 2000, parce que je gagne en 2001, en 2002 je reviens avec Jérémy Lilkis et Flexi, 3 personnes que j'entraînais, et ils gagnent les 3 premières places. Donc là, ça m'a permis de charrier beaucoup Richie Rich en particulier, qui n'arrêtait pas de chauffer les Français, genre alors on va voir ce que vous allez faire et tout, voilà. Et après je reviens en 2003 parce que là il y a Flowmaster qui reste la personne que je veux battre, quoi, en compétition. Et là je gagne en 2003, donc il y avait Etienne Bosch, Flowmaster, il y a pas mal de lockers, le niveau était un peu plus haut. Mais moi déjà entre 2000 et 2003, mon style de lock est vraiment... là j'apprends vraiment c'est quoi le lock. Et sous le conseil de gars comme Wiggles, ou même Richie, ou même Remind, Style Elements, Crumbs, qui m'ont beaucoup aidé aussi à apprendre les bases, mais à toujours garder mon identité et ce fameux côté français, les délires, les phases à nous là qu'on avait développé il y a très longtemps, mais justement de mettre les deux ensemble, quoi. Les fondamentaux et mettre tout le monde d'accord en gros. Ouais. Ça reste du locking, mais avec des nouveaux trucs, des idées, voilà. Je développe le locking au sol par exemple. Ça, ce qui a fait beaucoup d'anciens américains qui ont noté ça, quoi. Ils m'ont vu faire des bases sur les genoux, ça c'était assez intéressant pour eux. Puis à chaque fois j'essaie de revenir avec des nouveautés. Là c'était mes périodes battle, jusqu'à 2006 on va dire, c'était là où j'étais vraiment à fond dans le battle. Mais au moment où ils te proposent de parler pendant la fameuse conférence, toi tu le prends comment? Parce que à côté de toi t'as que des légendes. Là je crois que c'est 2003, je me retrouve, parce que moi au début je voulais pas m'asseoir là-bas, hein. Moi j'étais là avec mon caméscope, je me suis mis en retrait. Et ils viennent me dire non, mets-toi là, tout. Et je me retrouve avec Tony Gogo, Loose Caboose, Richie, Greg. Et je suis en plein milieu comme ça. Je t'avoue que j'ai pas parlé beaucoup, hein. Dès qu'ils disaient des trucs, ils parlaient c'est quoi la funk et tout. Moi j'étais là. Je parlais pas grand chose. Je parlais juste en France. Voilà, France, ouais. Je parlais un peu de l'histoire de France et l'histoire de l'Europe. Mais j'étais super. Là j'étais super. J'ai la vidéo d'ailleurs, ça se voit que je suis pas à l'aise, quoi. Ouais, parce que t'as pas envie de prendre. T'es pas plus royaliste que le roi, quoi. Non, franchement là je suis pas du tout dans. Là je suis assis mais je sais pas quoi répondre parce que des fois les questions en plus elles sont assez balèzes. Et moi à l'époque j'ai pas encore une connaissance assez. Et puis je me sens déjà là, qu'est-ce que je fais là, quoi, déjà. Je me sentais pas à ma place déjà. D'accord, et toi, génération 2002, tu vivais un peu à Los Angeles? Ouais, à partir de 2000 déjà. À partir de 2000, 2000 c'est New York, et après à partir de 2001 exactement, c'est là où je vais aller tout le temps à LA. Jusqu'à 2006 je suis tout le temps à LA. T'es avec les Style Elements? J'habite avec les Style Elements, avec Remind. C'est un très très bon ami, et avec eux je partage beaucoup d'anecdotes aussi. Je les vois quand ils se préparent pour les battles, pour les... comment on appelle ça, Lord of the... Comment c'est quoi le nom du... Lord of the Floor. Lord of the Floor, c'est tout. Moi je suis là chez 2002. eux, ils font leur préparation. 2001 et 2002. Ouais, toutes ces périodes-là je suis chez eux, donc j'apprends beaucoup. Puis Remind c'est une très... Style Elements, je dirais, le groupe Style Elements c'est une très grosse inspiration. Pour revenir à l'idée Obsessive Funk, tout ça et tout, Style Elements c'était déjà dans des trucs de faire des vidéos avec les trucs de ninja et tout. Kung Fu, ouais. Les trucs de Kung Fu là. Donc eux ils m'ont beaucoup inspiré sur développer autour de l'art de la danse, des choses. Eux ils m'ont beaucoup influencé, quoi. Justement développer des idées, des concepts, des trucs. Style Elements c'était important aussi. D'accord, et une fois que tu as passé le cap, une fois que tu es validé par toute cette old school, tu décides de créer un nouveau concept. Ouais. Alors déjà Locking for Life c'est un concept à la base, ouais, parce qu'on se dit avec Priska, donc l'ami d'enfance que j'avais croisé à la salle d'Aulnay,
qui lui, pendant que moi j'étais parti faire mes aventures de locker, lui il était parti surtout dans la programmation, les écoles, il a fait des écoles de ouf. Et je me rappelle, j'ai parlé avec lui. Donc c'est un artiste qui a une connaissance technologique, on va dire, incroyable, donc il est capable de faire plein de choses. Et donc on se retrouve et lui il me dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble comme projet par exemple. Donc je lui raconte un peu ce que je fais, mes voyages à LA, je lui montre un peu l'univers du lock, ce qui se passe et tout. Et ensemble on décide de monter un concept pour revaloriser le locking. D'où l'histoire du blason. Ce blason là en fait, l'idée c'était vraiment de repousser le locking. Voilà. Souvent on me demande pourquoi le blason. Le blason c'était vraiment à une époque où le locking c'était pas vraiment à la mode, c'était même en dessous de la mode. Nous on voulait remettre ça au goût du jour, donc amener toute notre connaissance d'autres univers, que ce soit la mode, que ce soit les capacités technologiques en vidéo, photo, etc. Ramener un niveau professionnel dans le lock et une identité qui va être beaucoup plus actuelle, quoi. Et garder cette connexion avec les bases et le faire actuel. Donc respecter l'ancien, vivre le présent et construire le futur. C'est un peu les mojo du Locking for Life. C'est un petit concept, on fait des petites vidéos et tout ça. Les gens ne comprennent pas ce que c'est au début parce que bon, c'est un peu novateur de faire un mouvement, enfin un concept par rapport au locking, voilà. C'est pas des événements, c'est pas des battles, c'est des idées. Danser sur tous les styles de musique, parce que ça c'est toujours ce que j'ai commencé. Depuis que j'ai commencé, on m'a jamais dit danse pas du jazz rock sur telle musique ou ça c'est une musique de pop. Ça on n'a jamais. On sait ce que ça veut dire dans le sens c'est une musique qui est plus axée sur le pop, par exemple, mais on a toujours dansé sur tout. Et ça c'est très Aulnay, on a toujours. Donc je voyais pas pourquoi j'allais changer. Donc là par rapport au début des années 2000, il y a cette vague de le locking, ça se danse avec des chaussettes, ça se danse habillé comme ça. La panoplie. Sur ça, la panoplie. Pareil pour le pop avec le chepeux-pise. Et moi j'étais contre cette idée-là, je disais c'est pas les habits qui font le danseur quoi. Et on peut jouer avec ça justement. Donc ça a été des vidéos qui ont été faites par rapport aux habits, des vidéos par rapport au son. Mais est-ce que toi les OG à un moment donné ils te reconnaissent toujours comme un Européen ou ils te voient un peu plus comme presque limite un Américain? Il y a beaucoup d'Américains qui me considèrent franco-américain dans le sens où j'ai fait partie de l'histoire américaine quand il y a eu la résurgence du locking par exemple. Ouais, avec la recherche et le fait de les booster tout ça. Ouais, il y a des gars comme à l'époque Wave-O-Matic, Rest in Peace, tu vois. Des mecs comme ça qui, pour lui, ils me disent tu fais partie de l'histoire LA parce que tu as reboosté le locking au même moment que ça s'est passé à LA en gros. J'étais là et tout le monde se rappelle des battles avec Flowmaster en compétition ou dans les cercles parce qu'on se lâchait pas. Et du coup, ça fait partie de l'histoire un peu à LA. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que je suis un peu entre les deux quelque part. Mais moi, de toute façon, au bout du compte, je reste français parce que partout où je vais, je reste français. Pour les Américains, tu restes toujours français. Mais c'est vrai qu'il y a des liens qui se créent par rapport à ça. Et du coup, que je fais Obsessive Funk qui met en valeur leur culture et tout, beaucoup apprécient ça. Beaucoup qui sont dans le film apprécient le fait d'être mis en avant, ça leur permet de reconnecter avec plein de monde et tout. Et une question par rapport à Obsessive Funk avant de passer à Locking for Life, comment tu as réussi à convaincre les gens que tu allais pouvoir les tuer, toi en tant qu'Européen? Ça c'était vraiment le truc difficile. Ouais, je leur expliquais que c'était un délire complètement, c'était une fiction quoi. Et que justement on improvisait les scènes sur le moment. Hein. C'est-à-dire qu'on arrivait sur le moment. On rencontrait par exemple Suga Pop, on voyait, on disait qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, on explique un peu le concept, mais lui il ne sait pas il sait pas les autres scènes en fait. Ouais. Il dit juste que c'est une histoire de tac, 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 et on crée des scènes avec Polo sur le moment. Donc avec lui on va dans son sous-sol, parce qu'il a une belle bagnole, donc on dit on va utiliser la voiture. Anna Sanchez travaille dans les limousines, tout ça à l'époque. Je me rappelle. Encore on va utiliser son taf pour faire un truc. Richie Rich il est aussi psychologue. Ouais. DJ, psychologue, danseur de lock. Donc Richie Rich, on va utiliser sa profession, donc avec là où il travaille, tout ça. On va utiliser en fait... pour la fin du film. Voilà, ouais, pour la fin du film. Et donc après, je leur explique le truc, ça les amuse, et puis surtout ils apprécient le fait qu'on les remet en avant et tout, parce que pour certains, ils étaient plus du tout... Non, mais là où c'est fort, c'est que tu as réussi à tuer Shabadou. Ouais, Shabadou à l'époque, Shabadou en fait, lui je le rencontre en 2001, première fois que je vais à LA. Et lui, je vais d'abord pour le locking, parce que je ne l'avais pas rencontré quand il était venu à Paris, mais lui, si tu veux, c'est une des plus grosses inspirations que j'ai eues. Déjà à l'époque, avec le film Breaking et tout, il y avait plein de trucs, mais là, travailler avec lui entre 2000 et 2006, 2001-2006, ça a été des années où j'ai beaucoup travaillé avec lui en lock et aussi en walking. C'est lui qui me fait découvrir le walking, et il m'a formé en walking pendant 5 ans. C'était son fils. Voilà, j'étais son fils à l'époque. Après 2006, justement, comme tu me posais la question tout à l'heure, il y a
il y a pas beaucoup, mais quelques Américains qui ont vu justement Looking for Life se développer. Moi maintenant je suis plus le petit élève, maintenant je donne beaucoup de stages, je fais beaucoup de choses. Il y a aussi tu crées un marché quoi. Ben, je rentre dans tous ces événements là en tant que jury, en tant que stage, donc c'est des postes que eux ils peuvent aussi faire, ouais, pour et voir, ouais. ça devient pour certains une compétition. Moi je vois pas ça comme une compétition parce que je pourrais jamais être compétiteur contre eux, c'est des OG, c'est des gars qui ont vécu Soul Train et le Looking depuis le début, donc c'est impossible pour moi de me comparer avec eux. Moi je suis dans ma génération, je suis déjà européen, français et tout, donc il n'y a pas de... Je me mets pas au Tu même fais ton niveau, petit bonhomme de chemin quoi. Exactement, voilà, je suis passionné par cette danse-là, je pousse comme je peux et de ce qui me semble juste quoi. Et voilà, donc Looking for Life, c'est à travers ça qu'on développe, et comme ça commence à prendre un... Ça a commencé à Chypre. Après, ça a commencé dans plein de pays en Asie, tout, qui ont commencé à vraiment supporter ce concept, qui est devenu après un mouvement, parce qu'après, on se rendait compte qu'on n'était pas un groupe fermé, tout le monde c'est ouvert, quoi. C'est ouvert, et bien sûr, c'est. Et comment tu peux accéder, comment tu peux devenir membre Looking for Life? Ben, c'est tout simplement des gens qui vont aimer ce qu'on fait. Ça commence comme ça, parce que ça peut. Voilà, c'est juste un feeling on aime ce qu'on fait, on voit, il y a beaucoup de danseurs qui apprécient ce qu'on fait, c'est même pas des lockers, hein. Tu as même des DJ, des graffeurs qui supportent. Ah ouais, c'est un vrai collectif hip-hop quoi. Ah, exactement. Donc il y a des gens qui font de la vidéo et des photographes qui sont Looking for Life aussi quoi. Mais dans un premier temps, pour les danseurs, c'est ceux qui apprécient ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses, on essaye de faire beaucoup de choses, que ce soit en termes de photos, vidéos, concepts, événements, stages, battles. Là aussi on a Look is not a joke par exemple, qui est créé par Funky J. Et nous on est derrière. C'est une de tes protégés. Voilà, on est dans l'esprit famille quoi. Donc tout le monde est bienvenu. Et après t'as ceux qui supportent et t'as ceux qui viennent vraiment membres de la famille, dans le sens où ils supportent plus que les autres quoi. Et ils sont vraiment déterminés d'amener leur pierre à l'édifice quoi. Donc t'as Funky J en France, t'as Vovan en Russie, t'as Scramble Lock au Canada, pour en citer quelques-uns quoi. Ouais, en fait t'as quand même des grands noms de la danse qui représentent le locking, qui sont à des postes importants dans des pays, donc qui vont être un petit peu, c'est comme des chapters. C'est ça, exactement. Et donc chacun, on s'entraide, on fait les choses ensemble, on se demande un peu ce qu'on pense chacun des autres. Moi-même, des fois je leur propose des idées, ils me proposent leurs idées, et on essaie de faire évoluer le locking comme ça, quoi, de notre manière, quoi. Et on participe aussi dans les battles, donc il y a ceux qui sont à fond dans les battles. Aujourd'hui, il y a les petits chypriotes, Adonis et Constantinos. Ça c'est les gens que tu as pris tout petit ça? Ouais, depuis tout petit, ouais. Depuis, je les connaissais depuis qu'ils sont vraiment tout petits. Ils m'arrivaient là, même les chapeaux melons, c'est trop gros pour eux, qu'on n'arrive pas à trouver leur taille. Ouais. Avec le chapeau melon comme ça, je vois. Très petit. Non, eux, c'est des petits, sont super cool et tout. Et ils sont à la Juste Debout School en ce moment, ils sont à Paris. Donc justement pour se former encore plus. Et on essaie d'être partout, quoi, soit dans les battles, dans les événements, dans les concepts, dans les spectacles. On va se mettre de plus en plus dans les spectacles maintenant, parce que c'est une chose un peu difficile dans le sens où on est un peu partout. Là, on doit se mettre ensemble et on va essayer de faire des spectacles un peu plus. Enfin, moi, c'est mon souhait pour l'année prochaine, quoi. D'accord. Une question pour revenir à Shabadou, par exemple, quand tu as travaillé avec lui, ça se passait comment réellement? Ah, ça se passait super. Entre 2000 et... Enfin, 2001, ouais, parce que c'est LS, c'est 2001. Mais toute la période que j'ai passée avec lui jusqu'à 2006, c'était impeccable. 2006, il change d'opinion. Mais est-ce que Shabadou et la plupart des autres OG, est-ce que c'est des gens qui vont te poser des questions sur la France, ou c'est toujours toi qui es en quête qui pose des questions par rapport à ce qu'ils ont? Non, ils se demandent, ils posent pas. Pour eux, on est les suiveurs, quoi. Ouais, voilà, okay, c'est les créateurs et nous on suit. D'accord, ça pour comprendre bien. Ils demandent vraiment par politesse qu'est-ce qui se passe en France, mais c'est en mangeant comme ça. Ouais. Ça importe pas trop. Non, pour eux, c'est eux et ça reste eux et ce sera eux quoi qu'il arrive. Donc maintenant. Ils ont toujours supporté ce qu'on a fait et tout ça. Après, bon, comme je te dis, il y en a quelques-uns qui sont partis dans d'autres politiques. Mais la totalité des gens avec qui j'ai travaillé, ça s'est toujours bien passé, nickel. Voilà. Après, bon, en France, il y avait aussi ce côté, comme j'étais beaucoup aux États-Unis, il y a des gens de France qui pensaient que ça y est, maintenant je suis un Américain. Ouais. Non, partout où j'allais, je représentais la France et c'est toujours le drapeau français, quoi. Ça aussi, c'est une petite parenthèse parce que souvent les gens pensent que voilà, américain. Non, c'est une culture américaine, c'est une danse qui vient de là-bas. Moi, je viens faire mes études, apprendre. Mais dans un cercle, même encore aujourd'hui, je peux passer en mode français très facilement. Il n'y a pas de problème. Et c'est un peu... la formation Aulnay, elle est comme ça aussi. Ça qu'on forme les gens là-bas en espèce de défi tout le temps. C'est pas les cours de classe où on se met derrière un truc.
En général, quand on a des protégés, quand moi je travaille avec Christian par exemple, il m'a présenté plein de petits jeunes. Truand. Moi je travaille beaucoup avec lui, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et c'est un peu un de mes mentors aussi. Lui, quand j'allais dans ces salles à Blanc-Ménil ou Aulnay, il me faisait voir des petits jeunes qui prenaient en main. Comme Funky G quand on t'a ramené à Bondy, ouais. Au Bobigny, non? Bobigny, ouais. Bobigny. Ouais, je me rappelle. C'est ça. Et voilà, donc en fait, tous les petits jeunes, on transmet comme ça. Donc après, que ce soit des Loïc, des Lounès, il y a plein de jeunes comme ça qu'on a formés dans un premier temps. Après, je sais pas eux comment ils voient ça, mais nous, on sait très bien que pour la famille 9-3, au niveau du locking, j'ai ramené beaucoup de trucs parce que justement, je faisais cette démarche-là. Il n'y en a aucun autre qui le faisait à l'époque, vraiment dans le lock. De toute façon, tu étais en avance sur ton temps. À part toi, moi je connaissais personne qui avait des infos sur le lock. Qui connaissait pas des infos plus qu'une petite boutade. Non, moi je te parle de quelqu'un qui connaît vraiment l'histoire. Ouais, puis de toute l'histoire, parce que souvent les gens ils pensent histoire et ça reste sur les années 70, Soul Train, James Brown et Lockers. Ouais. Mais et pour moi, ce que je trouve dommage dans cette histoire-là, c'est connaître l'histoire, ça veut pas dire qu'il faut que tu saches tout faire, mais au moins connaître l'histoire, ce qui à mon avis permet d'être un meilleur juge. Parce que si tu juges des battles de locking, tu peux avoir différents styles, différentes interprétations. Si toi en fait tu juges simplement parce que tu as vu les lockers avec des chaussettes et c'est comme ça le lock, tu vas pas être honnête, parce que tu vas pas comprendre certains styles de lock ou des manières de faire qui sont importantes à mes yeux. Mais est-ce que la plupart des OG que tu as été voir, que ce soit Don, Greg, Fluky, Slim, enfin les premières générations et les deuxièmes, parce que Richie c'est encore une autre histoire, et est-ce que la plupart ils sont sur la même ligne directrice au niveau de la mentalité du lock ou sont différents tous? Ouais, sur les grandes lignes, ouais, je pense. Sur les grandes lignes, ouais. Après, on a eu la chance que Scooby-Doo revienne. Ouais. Scooby-Doo, il revenait directement de Soul Train à maintenant. Et lui, il avait une manière. La première fois que j'ai joué avec lui, c'était charmé parce que j'ai joué son premier événement où il revenait dans le monde de la danse. Au UK? Non, c'était en Asie, c'était en Chine. Et du coup, quand on s'est retrouvés assis, ils nous ont demandé qu'est-ce que vous regardez pour les jurys, c'est quoi votre façon de juger. Donc moi je raconte toute ma tirade, la musique, les bases, l'originalité, le truc traditionnel quoi. Voilà. Je lui passe le micro, lui il a juste dit power. Qu'est-ce que vous regardez? Power. Il a rendu le micro. Ça veut dire l'engagement. L'engagement et que le locking c'est une danse qui est très forte quoi. C'est pas une danse où on vient pour faire une soirée quoi. Ouais. Qui était un peu la confusion même encore aujourd'hui des fois. Les gens ils cernent pas bien qu'il y a un moment pour c'est la fête en soirée. La jam. La jam, comme hier ici à Lock is Not a Joke. On s'éclate, on freestyle, on danse. Mais après il y a danser en compétition, qui n'est pas la même chose. Et lui justement il met les choses bien au clair et puis il explique directement que voilà, c'est une danse on doit sentir le lock, il faut que ça lock, il faut que ce soit powerful. Et avec lui, encore une fois, ça me rapporte encore plein d'informations. Non, ils ont tous à peu près la même direction. Après, ils ont des goûts différents. Et toi, aujourd'hui, avec Prisca, évidemment, mais bon, je te pose la question à toi, parce que je t'ai devant moi, est-ce que tu es assez fier de ton travail par rapport au Locking for Life? C'est-à-dire que tu sens qu'aujourd'hui, je dirais pas un empire, mais bon, presque, limite, tu es un peu partout aujourd'hui. On est un peu partout, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, et de plus en plus, je t'avoue que ça a dépassé nos espérances. On ne pensait même pas que ça allait arriver à ça. Nous, on est parti d'un concept. On voulait juste faire un truc pour faire remonter le locking, parce qu'on voyait le popping monter et il fallait que le lock suive quoi. Donc moi je suis super content, je n'arrête pas de le dire à tout le monde, je suis très content de la scène du lock en général, soit en France ou ailleurs. On peut mieux faire et j'espère que tous les têtes du lock mondiales et françaises, on va pouvoir se coordonner pour faire avancer encore mieux. Et est-ce que tu trouves qu'en France, il y a des leaders d'opinion par rapport au lock? Bien sûr. Les trois grosses têtes par génération, ça va être Junior, moi et Piloc, dans un premier temps. Et après, tu as tous les gens qui sont... En France, on a quand même des gens qui ont marqué l'histoire. Il y a Momo aussi qui faisait beaucoup de lock à l'époque. Ouais, Momo, c'est quand on revient par rapport au fait de mélanger les styles. Momo et Vagabond, à l'époque, il était dans le locking aussi, quoi. Et on est tous dans une période de recherche, donc tout le mélangeait. Ouais. Moi, après, par la suite, j'ai développé le lock rock avec une meilleure connaissance du locking. Parce que pour moi, c'est du locking avec une sauce top rock, quoi. Mais à l'époque, beaucoup de gens ont joué avec ça, tout le monde mélangeait. Je dis, moi j'ai commencé avec Les qui pour moi était l'ultime. Mais j'ai une anecdote, c'est que toi tu arrives des fois à, on va pas dire inventer, mais peut-être à transformer quelques bases et tu les présentes carrément aux originaux. Ouais, c'est ça. Si tu veux, il y a tout des variations que j'ai développées, qui après, quand j'ai l'occasion d'être avec des originaux, par exemple comme Scooby-Doo, je lui ai montré des versions de Sepa, qui lui a créé.
Et quand il a validé mes pas, du coup, moi c'est des pas que j'enseigne maintenant régulièrement. Ça va être souvent des pas comme un Scooby-Doo ou un Scoobot qui va être emmené d'une manière différente sur les côtés, en arrière, en avant. J'utilise beaucoup le jazz rock dans mes constructions au niveau des pas de base. Et tout ce que je peux utiliser, que ce soit du break, il y a beaucoup d'influence break dans les impacts de break. La Wiggles, il avait noté ça à l'époque quand je le faisais. Et lui-même a été quelqu'un que j'ai beaucoup regardé. Parce que lui aussi, il développait du break, boogaloo, des trucs comme ça. Donc c'était pour moi, inspiré de tous ces gens-là, je le faisais, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un plaisir de pouvoir enseigner des steps que tu as un peu modifiés, tout en expliquant d'où vient la création. La base, ouais. Et c'est intéressant. Et en plus, je crois même que des fois, tu as des originaux qui vont donner un nom à ton step. Ça arrive. Des fois, ils voient le step, ils disent ah bien, on va appeler ça tel ou tel. Voilà. Donc ça crée un nouveau lexique. Il y a des gens comme Tony Gogo qui m'encouragent beaucoup dans ça parce qu'ils trouvent que beaucoup de gens parlent mais peu amènent des nouveaux steps dans le locking. Donc j'essaie de faire mon taf. Hein. Voilà. Et c'est un plaisir d'avoir les anciens derrière. C'est clair, c'est eux qui ont créé. Donc, ouais, t'es vraiment le mec validé, quoi. Ça va, je pense que dans l'ensemble ça va. On est bien et les gens apprécient ce qu'on fait, ils participent à beaucoup d'événements qu'on fait. Donc ouais, c'est cool, quoi. Et au départ, dans ta quête de retrouver la plupart des anciens, est-ce que la plupart des anciens, quand ils t'ont accueilli, ils ont vu en toi quelqu'un qui pouvait peut-être relancer le lock, ou plus quelqu'un qui venait juste pour apprendre le lock? À l'époque, quand j'ai commencé à apprendre toutes ces informations-là, il n'y a pas de battle, il n'y a pas de workshop, donc je ne suis pas dans un plan de carrière. Okay, je suis pas en train de me dire je vais faire ça, puis après je ferai jury. Il ouais. n'y a rien. Donc là, on est clair, il n'y a rien. Avec Sally, on est les premiers à vraiment faire les battles de locking. Ouais. Je crois que ça n'existait pas avant. 2000. Voilà. Entre 2000 et 2001, ça va super vite. Mais ça n'existait pas. Donc j'ai pas eu un plan de carrière, je vais me faire ça pour apprendre, pour après faire jury. J'ai pas vu des gens jury pour faire jury après. J'étais là dans le début quand ça commençait. Et après, ça a été un prolongement, quoi, tout simplement. J'aime cette culture, j'ai été par passion, puis ça continue, puis maintenant on développe des choses. Alors pour revenir à ta question, les anciens, non, c'est vrai que dans le premier temps, ils m'ont vu plus comme quelqu'un qui leur proposait du travail. Ouais. Comme on les invitait avec Sally et tout, ils voyaient le boulot. Des quinries, quoi. Et on t'invite en France en début 2000, pour eux c'est top, quoi. Donc voilà, hein, c'était du travail. Après, c'est vrai que vu que moi j'ai commencé à travailler moi-même, si tu veux, je continue à coordonner pas mal d'événements, donc ils me voient toujours comme quelqu'un qui certainement peut leur ouvrir des portes. Mais c'est comme beaucoup de gens, quoi. Maintenant il y a beaucoup de gens comme ça, il y a beaucoup d'événements de locking à travers le monde. En Asie c'est blindé, en France il y a pas mal de choses qui se mettent en place, donc c'est cool. Mais toi, comment t'arrives? Parce que moi, ce qui me choque chez toi, c'est ta force d'arriver à te promotionner et être partout dans le monde. Tu vois, et pourtant t'es moins dans les battles. Ouais. Et je te vois, je te suis, hein, depuis très longtemps. Et je trouve que tu t'en sors mieux que 1000 personnes avec qui tu as commencé, par exemple. Ouais. Je dirais que, alors, le côté promotion, Prisca et moi, dès qu'on a commencé Locking for Life, on voit ce que les gens appellent des fois promotion, nous on voit ça comme de l'art. C'est-à-dire que quelqu'un comme Prisca, quand il fait un flyer quand je vais faire des workshops, par exemple, lui il fait ça comme si c'était un tableau. C'est à l'artiste, quoi. Voilà, c'est vraiment la mentalité artistique. C'est pour ça qu'on appelle ça un mouvement artistique autour du locking. C'est-à-dire que pareil, quand on va faire une vidéo, il y a des gens qui vont voir ça comme du buzz, machin. Nous on voit ça comme on veut faire une belle vidéo, le mieux qu'on peut, le plus professionnel possible et le plus... Tu mets les formes, quoi. Voilà. Donc par rapport à la promotion, ça c'est important. Maintenant, au niveau historique, vu que j'ai commencé années 90, mais vraiment là où c'était mondial, c'est à partir de 2000-2001, quand je fais B-Boy Summit, tout ça, et j'ai fait beaucoup de spectacles avec les Lockers. Par rapport en Asie, souvent en Asie, ils connaissent beaucoup mieux mon histoire qu'en France. Et ils m'invitent beaucoup parce que justement ils savent un peu mon parcours et le fait que j'ai été voir beaucoup de gens, que j'ai une connaissance assez large. D'accord, ils peuvent te poser. En fait, tu as un condensé, tu es une synthétique de la plupart de toutes les stories des OG, et avec une personne, ils peuvent avoir plein d'histoires. En gros, ouais, c'est ça. Et ça peut être des introductions dans des styles de danse. Et après, bien sûr, s'ils veulent aller en profondeur, il n'y a rien de mieux qu'aller voir un OG, quoi. Mais je peux leur donner déjà une bonne palette d'infos. Et je pense que c'est la principale raison qui fait. Après, je pense que je suis relativement professionnel.
c'est sûr. Dans une discussion que tu as eue récemment, là, je sais que tu parlais des trucs de ceux qui sont invités, ceux qui sont pas invités. Ouais. Ben, faut se bouger le cul, faut être professionnel et faut faire du travail de qualité. À l'étranger, les gens ils prennent notion de ça. En France, il y a des équipes, Loïc et Manu, Jamie et Piloc ont gagné 3 fois chacun le Juste Debout, donc ça fait 6 fois par des équipes françaises déjà avec eux. Et nous on l'a gagné avec Jérémy une fois, tu vois. Et c'est la France quoi, donc ça revient, le fait que je m'exporte comme ça ramène les yeux sur la France aussi, parce que les gens après, voilà. Donc, directement chacun alimente l'autre quoi. Exactement, moi c'est comme ça que je vois ça. Donc maintenant je fais un maximum de choses, je pousse et j'encourage tout le monde à faire la même chose quoi. Est-ce qu'il y a des danseurs en France que tu aimes bien? Beaucoup. Toutes danses confondues, il y a beaucoup de danseurs que j'aime beaucoup. Alors pour citer, 3-4 noms ça me va. Hein. Je dirais Avenger déjà, dans le pop, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Tous les danseurs qui sont Avenger. Après il y a West Gang aussi. Il y a beaucoup de danseurs en pop que j'aime beaucoup. Maintenant en locking aussi, il y a plein de nouveaux, plein de jeunes qui arrivent là, avec des événements comme de Piloc, Pay the Cost to be the Boss, donc ça met en avant plein de nouveaux talents. Je pense juste que ça manque de... On n'est pas très ensemble comme d'habitude. Ouais. Tu remarqueras dans beaucoup d'interviews, les gens ils parlent de ça. Moi je pars du principe que quand Team Rocket fait un événement, on va les supporter. Ouais. Quand n'importe qui fait un événement au LOC, je vais supporter, je vais mettre un like, je vais partager peut-être la vidéo, le truc. On essaye sur le Facebook, c'est très facile de voir. Ouais, vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour vous permettre d'être... Et je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est-à-dire que si à Pay the Cost, on commence à dire le Locking for Life on n'y va pas, c'est ni bon pour eux ni bon pour nous. C'est clair. C'est stupide. On s'est plaint pendant pas mal d'années qu'il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de trucs. Une fois qu'ils ont mis des trucs en place, les gens ne supportent pas. Quand je parle de support, je parle simplement une petite mention sur Facebook, un petit like, ça me suffit moi déjà. Je ne demande pas de liker des trucs qu'on n'aime pas, mais quand même avec tout ce qu'on propose, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de support. Parce que nous on essaie de supporter au max les autres. Pay the Cost to be the Boss, ça reste quand même une grosse référence du LOC au niveau européen, au mondial. Ouais, avec Lock is not a joke, pour moi c'est les 2 événements français, si on parle de la France. Après, t'as UK Champs quand même qui va revenir, qui a eu un petit moment de creux, mais là ils reviennent. Cette année ça a été le meilleur contest, le LOC. Ouais, là tout mieux que le break, mieux que le pop, mieux que tout. C'est les retours qu'on a eu quoi. Même les b-boys ils me parlaient de locking quoi. Des mecs comme tous les superstars Red Bull là ils venaient me parler du lock, donc ça veut dire que ça a été assez marquant quoi. Mais ouais non, il y a pas mal de trucs. C'est juste supporter entre nous, ce serait la meilleure des choses quoi. Je pense que on est tous sympas, on s'aime bien comme ça, mais quand c'est le moment de supporter vraiment, là c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être quoi. D'accord. Toi-même, est-ce que tu as un élève attitré? Alors des protégés, parce que élèves, comme ils disent en anglais, les students, j'en ai beaucoup. Partout où je vais, les gens qui rentrent dans mon truc, ça devient des étudiants. Maintenant, des protégés, ce que je considère des protégés, oui, j'en ai pas mal. Partout, il y a du Locking for Life dans tous les pays, que ce soit en Inde, en France, en Russie, à Chypre, en Asie, en Amérique latine. Je vais beaucoup en Amérique latine aussi. Ça j'ai remarqué, même l'année dernière tu étais content. Il y a beaucoup de danseurs, donc des protégés, j'en ai beaucoup. Donc que ce soit des Funky G en France qui fait un travail énorme, encore une fois les Vovan, les Scramble Lock, les Chypriotes, Maestro à Chypre qui pousse le locking. Et là l'Indonésie qui arrive. Hein? L'Indonésie qui arrive. L'Indonésie non, c'est plutôt Taïwan, Chine, Japon. C'est principalement ces pays-là, ouais. Et la Thaïlande qui arrive bientôt là, ils sont très motivés aussi les Thaïlandais pour qu'il y ait Locking for Life. La Thaïlande, tu vas te mettre bien mon salaud. Ouais. Thaïlande aussi, ils sont en train de pousser en ce moment. Ils sont intéressés. Puis Amérique latine, ça va être Uruguay, Brésil, Chili, Argentine, Pérou. Pérou sont très motivés les Péruviens. Et maintenant le Mexique et la Colombie qui sont très intéressés aussi. Et ce que tu dirais que ta chance aussi, c'est que t'as fait tes devoirs, t'es devenu super important, mais qu'en plus de ça, t'as aussi cette passion, t'es aussi doué pour les langues. Ouais, comme je suis d'origine espagnole, je parle couramment, anglais, français, espagnol, on va dire couramment, mais ça va. Mais donc là, ça casse des barrières, ça. Ça casse des barrières, ça aide beaucoup à communiquer, surtout en Amérique latine. Quand je vais là-bas, ça me permet de leur expliquer un tas de choses en espagnol, quoi. Donc voilà. Tiens, une dernière anecdote avant de finir. Tu t'es retrouvé dans une rue, dans un quartier un peu difficile à New York. New York, je crois que c'était. Ouais. Où tu vivais. Ouais.
Quand j'habitais à New York, donc c'était pendant les années 97-98, j'étais là-bas, j'habitais à Washington Heights. C'est un quartier latino-américain, donc beaucoup de portoricains et de latinos là-bas. Moi je m'y sentais super bien parce que c'était ambiance latine, hispanique. Régis était venu me voir là-bas, c'est vrai que pour lui c'était un peu plus complexe, parce que quand ils l'ont vu arriver, il savait très bien que c'était pas un mec du quartier. Et donc il y a eu des moments assez sympas avec Régis, où quand justement on est arrivé le soir avec tous les mecs qui venaient nous voir, en demandant qu'est-ce qu'il vient chercher ici, il vient chercher de la drogue ou quoi. Donc Régis, on a eu des bonnes histoires ensemble avec Un Point C'est Tout, puis à New York. Régis, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi, très bon gars, quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours bien positif et tout, donc c'était cool de voyager avec lui, quoi. Ah, c'est une bonne personne, Régis. Ouais, tout le monde l'aime. Je connais personne qui n'aime pas Régis. Mais vraiment, en France, on a un vivier, que ce soit en termes d'inspiration et de danseurs de talent et tout, que ce soit les anciens comme les nouveaux, on a un truc de ouf. C'est dommage que des fois on se prenne la tête entre nous pour des bêtises ou des jugements de battle. Il suffit que je vais pas juger, comme je juge beaucoup de battle, si je juge pas pour le mec, il va tout de suite croire que je l'aime pas, ou des trucs comme ça, des trucs de gamin, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage. Et aussi quand c'est le moment de faire les interviews comme je suis en train de le faire, de pas oublier justement les gens qui vous ont donné à manger. Ça, des fois, ça peut fatiguer les gens. La reconnaissance. La reconnaissance, toujours. Parce que bon, quand tu prends un certain âge, après, ce qui fait plaisir, c'est que les gens que tu as aidés, ils te citent simplement. C'est normal, je comprends ça. Et quand je parle de ça, je parle pas seulement de moi, je parle de tous les gens qui sont inspirés, parce qu'on s'est tous inspirés de quelqu'un. Souvent, ce que je dis en locking, on s'est tous inspirés de Don Campbell. Donc ça va jusqu'à Don Campbell, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je vois. Donc voilà. C'est vraiment à la base, quoi. C'est ça. Très bien. Le mot de la fin, ça serait un gros big up à tout le monde, à tous les activistes, Yuval pour tout ce que tu fais. Merci à toi surtout merci d'avoir accepté. C'est cool, et puis franchement tout le monde, que ce soit les nouveaux, les anciens, on va pousser le truc. Il n'y a pas le temps d'être aigri, il faut pousser, développer son art, connecter, rencontrer les gens, c'est très important. J'essaye personnellement d'être autant connecté avec les jeunes que les anciens. Et il y a du bon et du mauvais des deux côtés, donc voilà, on va essayer d'améliorer le truc, et un gros big up à tout le monde. Tous ceux qui m'ont inspiré, la famille d'Aulnay dans un premier temps, et puis tous les autres, quoi. Voilà. Un gros big up à tout le monde, merci à tous. Peace. Peace. Voilà. Chambé, Gemini. Ça va? C'est un tueur, je peux pas te dire mieux.